Merci d'être venu pour échanger et réfléchir ensemble sur sciences, médias et politique. Un vaste sujet d'actualité brûlante. Pour introduire cette journée, on va avoir quelques mots de Laurence Angel, la présidente de la BNF, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans ce magnifique lieu de savoir. Et pour rattraper notre retard, je lui passe la parole immédiatement. Bon, alors je vous promets, on n'a pas fait exprès d'avoir un problème technique pour féliciter ceux qui sont là en vrai, comme pour éviter de dire en présentiel, et pour témoigner de, même si nous sommes une institution très numérisée et très numérique, très digitale, en mauvais français, nous tenons beaucoup à la relation physique, et donc voilà, vous aurez effectivement la primeur de ce qui se dit. Alors généralement, j'interviens, enfin mon rôle est d'intervenir de manière un petit peu formelle, un petit peu protocolaire pour accueillir. En effet, on est très heureux de vous accueillir pour, je crois, la troisième fois, la deuxième ou la troisième fois à la bibliothèque. Et donc, souvent, j'ajoute à cet accueil la tentative d'explication des raisons pour lesquelles on est heureux de vous accueillir. Alors, en réalité, ce n'est pas si compliqué parce que la Bibliothèque nationale de France, comme vous le savez sans doute, a une vocation universelle et encyclopédique. Et donc, on a toujours une manière de se rattacher ou de se raccrocher à quelque sujet que ce soit qu'on accueille, et heureux de le faire, mais c'est en même temps totalement nécessaire parce que ce rapport au tout que vous abordez aussi assez largement par le thème de cette journée est assez incompréhensible pour les gens, et le fait de vous accueillir justement, c'est une manière d'incarner ce rapport au tout. Et puis il y a donc une raison qui est aussi identitaire pour nous, parce qu'il s'agit de manière substantielle d'expliquer ce que cette notion d'encyclopédisme ou d'universalisme peut vouloir dire pour nous. En réalité, les liens sont nombreux pour justifier notre présence commune ici à la Bibliothèque nationale de France. D'abord, le fait qu'en effet, tout soit collecté à travers le dépôt légal et pas seulement, et que donc les ressources et les sources pour des travaux comme ceux qui sont organisés aujourd'hui sont ici présentes, mais aussi parce que, s'agissant des médias, nous portons une attention toute particulière aux collections de presse. Vous le savez peut-être, je vais aussi gagner du temps et pas y revenir, vous vous renseignerez, mais on conserve toute la presse, tout ce qui concerne les médias, et ce sont des collections qui sont à la fois extraordinaires et extraordinairement fragiles, et donc on a beaucoup de projets en ce moment qui nous permettent d'y travailler. Et je pense qu'on ne dit jamais suffisamment que pour défendre les médias, pour défendre la presse, pour valoriser le travail qui est fait par les journalistes, il faut avoir ce rapport au temps, ce rapport à la mémoire, pour contribuer à son rôle démocratique. Et de ce point de vue, on a le sentiment de participer à sa fonction et à son rôle. Alors, ça l'est d'autant plus pour un projet comme celui que vous portez, donc ce rapport entre les sciences et les médias, que nous voulons, et donc c'est le point sur lequel je voudrais insister, valoriser le rôle des bibliothèques congruent en quelque sorte, même si de manière spécifique, à la méthode scientifique d'une part, à la fonction du journaliste d'autre part, par le métier même qui est celui du bibliothécaire, qui se confronte à la source, aux sources, à la vérification des sources, à la possibilité de les classer, de les ordonner, de ne pas se satisfaire des évidences, de travailler dans ce rapport à la contradiction et à la vérification qui sont propres, et encore une fois, aux sciences, à la méthode scientifique et au travail des journalistes. Donc c'est aussi une manière de faire œuvre utile que de participer à un projet comme celui-là. Voilà. Et puis quant au thème qui est le vôtre aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, l'actualité est brûlante. On a appris avec la crise Covid, mais avec d'autres encore, avec l'importance accordée aujourd'hui à la crise climatique. On a appris à écouter davantage les scientifiques. On a le sentiment parfois qu'on les écoute trop, ou en tout cas qu'on leur demande de trop faire, de prendre la place d'autres, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les scientifiques eux-mêmes, qui ont déjà beaucoup à faire.
Si bien que dans votre beau titre, le bon, la brute et le truand, c'est vrai, on se le disait à l'instant avec Irène Frachon, chacun joue ce rôle à tour de rôle, et sans doute la bonne solution, c'est ce que dit là aussi le sous-titre. Comment interagir au service du bien commun, c'est le fait d'être ensemble. Ça nous donne une raison de plus d'être heureux de vous accueillir parce que ça nous permet là aussi de contribuer à ces travaux, à cette belle triangulation. Donc très bons travaux à vous et n'hésitez pas à revenir souvent à la bibliothèque. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup de nous accueillir. Et je vais maintenant passer la parole à Daniel Hennequin, qui est chercheur au CNRS, président de la commission culture scientifique de la Société française de physique et surtout un pilier de l'organisation de ces journées Sciences et médias depuis quelques années déjà. À toi, Daniel. Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 7e édition déjà de la journée Sciences et médias et je vous souhaite la bienvenue au nom des 6 sociétés savantes co-organisatrices avec la JSPI. Donc je vais les citer quand même, les 6 sociétés savantes: la Société chimique de France, la Société française de physique, la Société française de statistique, la Société informatique de France, la Société de mathématiques appliquées et industrielles et la Société mathématique de France. Et je voudrais tout de suite commencer par remercier la BNF qui nous accueille au sein de ce très bel auditorium et qui, grâce à ses moyens techniques, devrait nous permettre de diffuser en direct cette journée. Voilà, on espère que ça va se résoudre rapidement. Et en tout cas, merci à tous ceux qui y travaillent très activement en ce moment. Alors, on est donc, je vous disais, à la 7e journée. Je voudrais revenir sur la première, en 2012, qui s'intitulait « Sciences et médias, mieux travailler ensemble ». Alors, je ne sais pas si on travaille beaucoup mieux depuis, mais ce qui est certain, c'est que grâce à ces journées, on a appris à mieux se connaître et du coup à se comprendre. Et on partait parfois de très loin. Et même encore aujourd'hui, je rencontre régulièrement des collègues qui voient les journalistes comme des extraterrestres. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on ressent parfois vis-à-vis des femmes et des hommes politiques qui, eux, habitent manifestement un univers parallèle au nôtre. Nous, scientifiques, on est souvent épouvantés parce qu'on interprète peut-être à tort comme de l'illettrisme scientifique. En tout cas, on a encore pu constater hier soir, lors de la projection du film, La bataille du climat, que les hommes, et en l'occurrence les femmes politiques, comprennent beaucoup plus vite que les autres ce qui se passe si elles ont une formation scientifique. Mais bon, l'illettrisme scientifique par des dirigeants, c'est embêtant, mais ce ne serait pas catastrophique si on savait s'entourer, enfin s'ils savaient s'entourer des bons conseillers pour combler les lacunes. Alors, justement, comme vous le savez, on a eu quelques déboires dans l'organisation de cette journée que nous avons dû reporter, ce qui a entraîné de petits changements sur... alors attendez, j'ai un problème... Donc, ce qui a entraîné donc de petits changements parmi les invités, des absences notamment de gens qui auraient pu nous apporter un regard intéressant. Et c'est le cas en particulier de Jean-Michel Emery, 12 ans, qui s'intéresse depuis longtemps à la composition des cabinets ministériels. Et dont vous avez peut-être lu le livre, Le règne des entourages, cabinets et conseillers de l'exécutif. Alors son travail est intéressant car il montre qu'en ce qui concerne la présence des scientifiques parmi les conseillers de nos dirigeants, eh bien, la situation va plutôt en empirant. Il relève ainsi que la part des scientifiques dans les cabinets était de 25% il y a 30 ans, et qu'elle n'est plus aujourd'hui que de 7%. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les différentes crises que nous avons connues récemment, et celles en cours, qui pour beaucoup ont une composante scientifique très importante, eh bien, ces différentes crises ne semblent pas changer la donne. On pourrait presque résumer cette situation en disant que la science est complètement sortie de la culture générale en France, et ça ne s'applique pas seulement aux politiques, dans un monde pourtant où les enjeux sociétaux relèvent de plus en plus des sciences. Réintégrer la science dans la culture. Voilà, un vaste programme. Mais aujourd'hui, donnons-nous modestement pour objectif d'abord de faire un état des lieux des relations entre scientifiques, journalistes et politiques, et puis tentons d'imaginer des pistes pour changer les choses. Alors, il me reste à remercier le département des relations entre sciences et société du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui soutient et subventionne cette journée. Et puis du coup, je vais laisser la place à Audrey Migaillan, que je voudrais remercier, ainsi que Philippe Pajot pour leur rôle déterminant dans l'organisation et la programmation de cette journée. Je n'ai pas encore cité en fait la JSPI, mais il va sans dire que sans elle, ces journées Sciences et médias n'auraient pas beaucoup de sens. Je vous souhaite une excellente journée à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci Daniel.
Voilà, pour terminer cette ouverture, je passe la parole à ma consoeur Audrey Michaëlian, qui est journaliste et réalisatrice scientifique, et qui est elle aussi une organisatrice historique de ces journées Sciences et Médias. À toi, Audrey. Merci. Merci à tous d'être venus si nombreux participer dans ce magnifique auditorium, ou à distance quand ça marchera, à cette journée Sciences et Médias sur le thème des relations entre les journalistes, les scientifiques et les politiques. Alors la journée de Sciences et Médias de l'année dernière, qui était sur le thème de la science en temps de crise, et la réponse politique à la crise sanitaire qui nous poursuit depuis 3 ans, ont mis en évidence le décalage énorme qu'il y a parfois entre les connaissances scientifiques, leur éventuel traitement dans les médias, et surtout les décisions politiques qui s'y rapportent. Alors, à l'aune de ces crises climatiques, énergétiques et environnementales qui nous assaillent à présent, le comité éditorial dont je fais partie avec donc Philippe Pajot, qui comme moi est là au nom de la JSPI, a choisi cette année de faire le point sur le fonctionnement de ce ménage à trois, par définition un peu bancal. La frontière entre les politiques et les scientifiques, et entre les journalistes et les politiques, est en principe très claire. Mais la différence entre les scientifiques et les journalistes scientifiques l'est moins. Et beaucoup de chercheurs et de communicants aimeraient que les journalistes soient davantage des sortes de scientifiques qui simplement sauraient mieux écrire et faire des images. Alors permettez-moi de tenter de définir ici ce qu'est un journaliste, et plus particulièrement un journaliste scientifique. Un journaliste scientifique n'est pas un scientifique. Un journaliste scientifique est un journaliste qui, dans ses papiers ou ses émissions, traite de science, exactement comme certains de nos confrères traitent dans leurs papiers ou leurs émissions de sport, de politique, d'économie ou de culture. Comme tous les autres journalistes, le devoir d'un journaliste scientifique est d'informer, de questionner et de critiquer quand le contexte suggère que cela est nécessaire. Comme les autres, le journaliste scientifique doit répondre à l'éthique et à la déontologie de notre profession, vérifier ses informations, recouper ses sources, les protéger, faire une enquête indépendante, séparer les faits des opinions et bien différencier ce qui relève de l'information et ce qui relève de la communication. Alors, chercheurs et journalistes, nous avons donc des métiers différents, des objectifs différents, et nous travaillons dans des conditions et avec des moyens différents, mais il me semble que nous avons aussi des valeurs communes. Le respect de la rigueur, de l'exactitude, et nous sommes tous, au fond, dans une certaine recherche de la vérité. Aussi, j'espère que, grâce à cette journée, nous saurons un peu mieux comment interagir pour pouvoir passer du savoir des scientifiques à l'action des politiques et être plus encore au service du bien commun. Et je vous souhaite une très bonne journée, Sciences et Médias. Merci Audrey. J'y vais. Très bien. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Irène Frachon, je lui demande 2 minutes encore, s'il vous plaît, docteur. Quelques mots d'abord pratiques. Donc on ne sait pas si le streaming va marcher, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui sera dit ici sera capté et ensuite mis à la disposition du public. Sachez-le, y compris si vous avez l'intention de poser des questions, parce que toutes les tables rondes, en fait, absolument chaque prise de parole que nous avons prévue sera suivie d'un temps de questions qui sera ouvert à la salle et aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous donne cette opportunité, mais en même temps, ce temps de questions sera forcément trop court, mais il aura au moins le mérite d'exister. Et vous aurez 3 pauses pour rattraper les questions que vous n'avez pas pu poser au micro, à 11h, 12h45 pour le déjeuner et 15h30 pour une autre pause café. Le déjeuner, en fait, se prend à l'extérieur, chacun pour soi, entre guillemets, il est libre. Et par contre, les pauses sont prévues ici. Et il y aura une mise à disposition des livres de certains de nos orateurs. Beaucoup d'entre eux ont commis des livres, donc on va en mettre à votre disposition. Enfin, les libraires vont tenter de vous les vendre à partir de 13h30 ou 14h, je ne sais plus. Et si les auteurs sont là pour signer, ben, tant mieux. Parfois, ce ne sera pas possible. Mais voilà, gardez cette possibilité en tête. Je vais juste me permettre une petite réflexion liminaire sur cette journée. Je suis sûr qu'en voyant l'astucieux titre qui a été donné par mes collègues organisateurs,
vous vous êtes tous demandé qui, du scientifique, du politicien ou du journaliste, était le bon, qui était la brute et qui était le truand. Et je soupçonne même que beaucoup ont pensé que c'était le scientifique qui était le bon et ont hésité sur les deux autres. Est-ce que je pourrais avoir le premier dessin de Fiammetta? J'ai oublié de vous dire cela, mais nous sommes accompagnés par la plume, par Fiammetta Ghedini, qui est ici et qui va faire un live sketch de la conférence, et par Emmanuel François, qui tient les réseaux sociaux, et Carole Châtelain, qui est là, m'aidera dans l'animation. Voilà, donc moi, ce que je pense, c'est que chacun a droit à son point de vue sur cette question essentielle, mais je trouve qu'il y a des bons, des brutes et des truands, en fait, dans chacune des trois professions. Et même si ici, nous avons invité que des bons, bien sûr. Et voilà, il faut gérer ça. Malgré leurs imperfections, ces trois professions sont indispensables. Elles sont condamnées à collaborer si on espère une démocratie vivante ou même tout simplement une société fonctionnelle. Donc on va essayer d'examiner aujourd'hui comment cette collaboration peut être améliorée et surtout, comme l'a dit Audrey, comment elle peut être mise au service du bien commun et non pas d'intérêts particuliers, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et voilà, c'est un sujet qui est cher au cœur d'Irène Frachon, qui va introduire cette journée. Elle est pneumologue, lanceuse d'alerte et inlassable adversaire des conflits d'intérêts en médecine, qui est un domaine de la science où ces conflits sont nombreux. Docteur Frachon, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Il y a eu effectivement des petits changements liés d'abord à des événements qui ont fait reporter cette journée. Et quand même la journée a connu des mouvements qui sont liés, en ce qui me concerne par exemple, aux événements en cours. Je suis pneumologue au CHU de Brest, donc lanceuse d'alerte de l'affaire du Mediator. Il se trouve qu'actuellement, le procès en appel contre la firme Servier se déroule et que c'est aujourd'hui, enfin depuis cette semaine, l'heure des plaidoiries des parties civiles, c'est-à-dire des avocats qui s'expriment pour les victimes et mutuelles et sécurité sociale. Et il se trouve qu'il y avait un petit créneau ce matin, et d'où donc voilà l'honneur que j'ai de faire l'ouverture de cette journée. Alors, juste, je reviens sur la toute petite vidéo. Ça m'a quand même rappelé mon unique rencontre avec le président de la République actuelle, qui m'a regardé un petit peu comme ça en me disant « Je compte sur votre vigilance ». Le problème, c'est que quelques mois plus tard, étaient décorés les pires sbires de cette firme, et surtout que le gouvernement actuel proposait des subventions publiques à la firme Servier, notamment pour relancer la production de l'usine d'Orléans à Gidy qui fabriquait le Mediator. Donc il y a quelquefois quand même des petites dissonances. Et c'est certainement une des difficultés. Alors, en pensant à cette thématique, là aussi, pour rebondir sur l'introduction de l'orateur précédent, je me souviens que j'ai publié donc en 2010 un livre pour dénoncer les défaillances à l'œuvre qui ont abouti au drame du Mediator, défaillances de l'agence du médicament et délinquance du laboratoire concerné. C'était un livre de témoignages qui s'appelait donc Mediator, 150 mg, combien de morts ? J'avais averti ma hiérarchie de la publication de ce livre qui risquait de faire des vagues. Et je me souviens que la veille de la publication, de la mise en rayon de ce livre, je croise un professeur de médecine qui est un collègue, et je lui dis « Bon, c'est demain ». Et là, il me regarde et il me dit « Bon, à partir de dorénavant, tu n'adresses plus un mot aux journalistes ». C'était vraiment son conseil, c'était qu'il ne fallait en aucun cas s'adresser à la presse
et cloisonner complètement. Et ça, c'est une attitude qui est extrêmement emblématique, encore, je pense, dans de nombreux milieux scientifiques, d'après ce que j'ai compris, et qui est carrément la loi, presque une sorte d'omerta, de loi d'omerta qui règne dans le milieu médical et le milieu de la santé. Et lorsque vous franchissez, que vous dépassez cette règle implicite, vous devenez ce qu'on appelle un personnage médiatique, avec une consonance extraordinairement péjorative aux yeux des pairs. Et je pense que d'autres ici, je pense au professeur Herberg par exemple, ont probablement aussi, ça peut faire écho à certaines expériences personnelles. En réfléchissant à cette introduction, je me suis dit que je n'allais pas vous parler que du médiateur. J'ai essayé un petit peu de réfléchir ce que voulait dire dans le domaine de la santé, sur des expériences antérieures, des crises sanitaires, que je connais un petit peu d'ailleurs en tant que pneumologue, quels avaient été des personnages qui avaient pu endosser le rôle, qui du scientifique, qui du journaliste, qui du politique, et comment ces choses-là s'étaient articulées. Alors on a donc ces trois pôles. Je vous rappelle que donc avec le procès en cours, il y a aussi un quatrième acteur qui peut être mobilisé, qui est celui de la justice, pour la sanctionner, et puis quelquefois aussi peut-être pour interpeller, comme ça a été le cas par exemple pour l'affaire du siècle. Voilà. Mais là encore, ces choses-là se discutent. J'ai tout d'abord pensé à la crise sanitaire majeure et toujours en cours de l'amiante, l'affaire de l'amiante. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en 1977, un professeur agrégé de pneumologie, le professeur Jean Bignon, adresse une très longue lettre au Premier ministre de l'époque, Raymond Barre. Il le fait parce que il est très spécialiste des questions donc, liées notamment à conséquences de l'intoxication à l'amiante. Il est conscient du risque cancérigène avéré de l'exposition à l'amiante et il vient d'être attaqué violemment dans un livre blanc publié par les industriels de l'amiante et qui tente de contrer avec notamment la stratégie du doute, de la confusion, les évidences scientifiques qui émergent à propos de cette dangerosité. Jean Bignon prend sa plume et écrit une lettre qui est considérée comme un modèle de lancement d'alerte auprès donc d'un politique directement et haut placé pour prendre des décisions importantes de santé publique. Malheureusement, la suite montre qu'il y a eu une captation de cette alerte pour l'étouffer, la maîtriser et permettre que l'amiante continue à être massivement utilisée avec les ravages de santé publique qui vont avec. Ça a été en 1982 la création du Comité permanent amiante, le CPA, créé pour soi-disant gérer mieux les risques liés à l'utilisation de l'amiante, donc certainement pas aller vers l'interdiction, et qui rassemblait des scientifiques, des fonctionnaires, des représentants de l'industrie, des représentants des organismes publics, des syndicats. Jean Bignon va faire partie de ce comité permanent amiante et il reconnaîtra plus tard avoir été complètement phagocyté, comme par une plante carnivore, pour faire fondre cette alerte dans une entreprise de création de brouillard et de confusion pour que surtout rien ne change. Les choses vont évoluer en 94-95 avec notamment la création du comité anti-amiante à Jussieu avec Henri Bezra. Et puis il y aura des enquêtes aussi journalistiques retentissantes dans Sciences et Avenir, envoyé spécial. Et petit à petit, la création de commissions de victimes
et puis d'associations de victimes. Et petit à petit, ce drame va quand même être pris en compte avec des décisions politiques d'interdiction d'utilisation de l'amiante. Juste un personnage aussi là qui se glisse dans cette affaire-là, Claude Allègre, qui ridiculise et cherche à discréditer le comité anti-amiante de Jussieu. J'ai repensé également à l'affaire du sang contaminé, parce que, on ne le sait peut-être pas non plus toujours, la tenue d'un procès pénal, le seul qui aboutit réellement à des condamnations pénales importantes, on le doit à une femme, Anne-Marie Casteret, qui avait une formation de médecin, puis qui est devenue journaliste, qui n'a pas exercé comme médecin, et qui s'est révélée dans de la presse grand public d'investigation, notamment à l'Express, c'était au Matin, puis l'Express, puis à l'événement du jeudi, une journaliste d'investigation extrêmement douée, extrêmement incisive, extrêmement précise, et son travail a permis petit à petit les premiers articles révélant des comportements délictueux dans la gestion des risques liés au sang contaminé, et en particulier le fait que des hémophiles aient été sciemment transfusés avec des produits dérivés du sang contaminés, c'est-à-dire non chauffés. Et Anne-Marie Casteret avait obtenu des documents majeurs, notamment une note signée par les responsables du CTS, donc du comité de transfusion sanguine, donnant l'ordre de transfuser ces produits, bien que les sachant contaminés, amenant donc à une surcontamination et une accélération de la maladie chez des hémophiles. J'y reviendrai juste parce que ce qui est important là, c'est de voir le rôle de la journaliste d'investigation pour faire émerger ces affaires et aboutir d'une part à des condamnations et d'autre part certainement à des prises en compte et à des évolutions dans la gestion de la sécurité sanitaire. Alors, je vais maintenant arriver, il me reste encore un tout petit peu de temps, vers l'affaire du Mediator. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'affaire du Mediator, elle a été précédée par ce que j'appelle le crime originel, qui est l'affaire de l'isoméride. Alors, je ne vais pas faire de la publicité comme ça, mais je vais quand même vous parler de la bande dessinée que je viens de publier, qui s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur, et que j'ai écrite avec un co-scénariste qui s'appelle Éric Giacometti. Et je vais vous dire en deux mots pourquoi il me semble important de parler d'Éric Giacometti. Éric Giacometti, c'est un journaliste qui travaillait notamment au Parisien. Il arrive dans les années 2000 au Parisien et on lui confie un secteur d'investigation dans le domaine de la santé, à ne pas confondre avec le rôle de journaliste santé. Et là, on arrive sur une notion qui est importante et qui a déjà été relayée, la notion d'information ou de communication. Et ça, c'est quelque chose qui, notamment dans le domaine de la santé, encore aujourd'hui, doit faire l'objet, à mon avis, de critiques et d'évolution. Donc, Giacometti, pas scientifique, pas médecin, rien du tout. Il est là pour faire du journalisme d'investigation. Si on veut dire les choses de façon un peu plus peut-être démagogique, des scoops. Mais c'est aussi cela qui, lorsqu'ils sont conduits avec rigueur, va faire l'objet de prise de conscience et d'évolution, par exemple, des normes de sécurité sanitaire. Giacometti s'aperçoit, entre autres, qu'il y a un drame sanitaire qui se joue avec un coupe-faim commercialisé par Servier, l'isoméride, qui vient d'être interdit en 1997, mais qui a laissé sur le carreau, à l'évidence, et il obtient des documents qui le prouvent, des dizaines et des dizaines de morts. On
plus exactement de jeunes mortes, de jeunes femmes ayant consommé ces coupe-faim et décédées d'une maladie en principe rare, l'hypertension pulmonaire. Muni de ces documents et d'une enquête extrêmement sérieuse, il publie plusieurs articles dans Le Parisien. Il va être attaqué en diffamation, il va faire l'objet de pressions individuelles insupportables et d'intimidation. Les articles vont avoir un certain retentissement, et puis tout va petit à petit être absorbé par le trou noir, et finalement, Servier s'en tirera, passera entre les gouttes. L'affaire de l'Isoméride ne débouchera pas sur des actions pénales, aux grandes dames des victimes qui mourront sans avoir aucune reconnaissance. Giacometti a été très marqué par cette affaire, à tel point qu'il a quitté le journalisme pour devenir un auteur de thrillers et de polars, auteur successful avec son confrère Jacques Craven. Ce sont des thrillers écrits sur les pérégrinations d'un commissaire au milieu des milieux de la franc-maçonnerie et autres. Et puis il va devenir également scénariste de bande dessinée, notamment scénariste de Largo Winch. Nous allons nous rencontrer lorsque l'affaire du Mediator éclate. Il faut savoir que le Mediator est un bis repetita de l'affaire de l'Isoméride, du même laboratoire Servier, avec les mêmes molécules et avec les mêmes, et pire encore, dissimulations. Et nous allons cheminer ensemble parce qu'il était effaré de cette récidive criminelle. Et en 2019, nous prendrons la décision justement d'écrire la totalité de cette histoire, l'histoire du laboratoire Servier, l'histoire de ses compromissions avec le monde politique et le monde scientifique. Donc vous y apprendrez beaucoup de choses. Et enfin, ce drame qui s'étale sur plus de 40 ans et qui a fait des milliers de morts, Isoméride puis Mediator. Giacometti me dit encore aujourd'hui, finalement, ce qui me frappe, c'est de voir qu'il y a, lui, je parle de son point de vue, j'étais un journaliste d'investigation, et si je regarde les grandes affaires de santé publique, par exemple le scandale du Mediator, qui l'a révélé? C'est une journaliste d'investigation au Figaro. Il y en a eu d'autres qui s'y sont associés, mais le rôle majeur est dévolu, par exemple, à Anne Jouan, qui n'était absolument pas dans le service santé du Figaro. Et il doit y avoir une discussion sur le rôle des journalistes scientifiques, comme vous l'avez dit, entre un rôle d'information ou un rôle de communication ou un rôle d'investigation, et cela nécessite en premier lieu l'absence de conflit d'intérêts et une très grande transparence, d'une part sur les propres conflits d'intérêts qui peuvent toucher souvent les journalistes santé, je parle, je ne sais pas pour les journalistes scientifiques, mais vous savez que le monde de la santé est extrêmement grevé de conflits d'intérêts, et ça concerne pas seulement les médecins et les acteurs de santé, mais aussi les journalistes. Et puis donc les journalistes d'investigation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je termine quand même avec encore l'évocation d'une personnalité, de deux personnalités, si vous me laissez deux petites choses. On a dit que tous peuvent être les bons, les truands et les brutes. Et pas toujours là où on les attend. Il se trouve qu'aujourd'hui, au procès du Mediator, assiste régulièrement un scientifique censé être un scientifique prestigieux, directeur de l'INSERM, professeur au Collège de France, qui est en réalité un sbire payé une fois par l'industrie du tabac pour déconsidérer le rôle addictif de la nicotine et déconstruire des discours pour permettre à l'industrie du tabac de poursuivre ses activités nocives. Et puis, ce même scientifique est devenu un des pires sbires stipendiés par Servier pour fournir des rapports carrément négationnistes sur la toxicité du Mediator. Donc, vous voyez que le truand, le curseur peut effectivement se déplacer. Dernière chose, lorsque l'affaire du Mediator éclate, je suis aidée par un député
du Parti socialiste, Gérard Bapt, par un sénateur de l'ultra-gauche, enfin de front de gauche, mais qui était bien François Autain, et puis aussi marqué par la rencontre avec Xavier Bertrand, qui venait d'être nommé ministre de la Santé. Je ne m'attendais pas forcément à un accueil très simple, dans la mesure où les liens entre Nicolas Sarkozy, alors président de la République, et Jacques Servier étaient parfaitement établis et importants. Il lui avait accroché une grande croix de la Légion d'honneur l'année précédente, etc. Et lorsque je rencontre donc le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, je lui explique un petit peu la situation. Il me regarde, il me dit « Vous savez ce qu'on va faire ?» Il me dit « S'il y a des vies à sauver, on va le faire. » Voilà, c'était le bien commun qui était sa préoccupation à ce moment-là, et ça a été réel dans toutes les actions qui ont été menées ensuite. Voilà, donc on peut effectivement réfléchir à toutes ces interactions et garder en tête, je pense, d'abord la structure, j'ai envie de dire, la colonne vertébrale éthique des acteurs dans chacun de ces domaines. Merci pour ce propos passionnant. Merci d'avoir remonté dans le temps les alliances journalistes d'investigation, lanceurs d'alerte et l'importance de faire fonctionner cette relation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour le docteur Frachon? On peut prendre quelques minutes tout juste, vu le timing. Je vois mal la salle, mais... Oui. N'arrive pas, à faire entendre une vérité partagée par l'un de ses pairs, et par la plupart des pairs, j'imagine. Alors, je pense qu'on est vraiment au cœur, bien sûr, des interrogations aujourd'hui. Et finalement, c'est tout d'abord apprendre à faire dialoguer et améliorer la qualité de ce dialogue entre justement les sphères politiques, journalistiques et scientifiques. Au sens où, vous voyez, la méfiance, c'est le scandale médiatique, l'horreur de l'horreur pour un scientifique qui est censé rester droit dans ses bottes, etc. Et donc, il y a le politique forcément corrompu, forcément à côté de la plaque. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Et donc, finalement, la méthode, elle est aussi dans l'esprit de cette journée, c'est-à-dire apprendre à travailler ensemble, à collaborer entre ces différentes sphères, en gardant à l'esprit la notion fondamentale d'indépendance et de transparence. Qui parle? Lorsque le scientifique s'exprime, quels sont les intérêts auxquels ils sont liés, de façon éventuellement parfaitement légitime et tout à fait légale, mais c'est fondamental, et tout ceci doit être pris en considération par le journaliste et également du côté des politiques pour que la crédibilité de chacune de ces interventions soit préservée, soit garantie. Et c'est la seule façon d'écarter ce brouillard. Parce que le brouillard, il ne vient pas de nulle part. Il sert des intérêts. Et toute la question est bien évidemment de les démêler, sans tomber bien évidemment dans la suspicion généralisée qui conduit directement à ce qu'on appelle aujourd'hui classiquement le complotisme. En tout cas, le grand amalgame, qui, voulant lutter contre ce brouillard, ne fait que l'épaissir. Mais c'est une réponse très générale que je vous fais. Est-ce que vous-même, docteur Frachon ou Giacometti, avec qui vous avez travaillé, avez été confronté à des journalistes qui avaient des conflits d'intérêts évidents, ou plutôt à une forme de paresse ou d'inertie ou de conformisme? Alors c'est une très bonne question parce que, et vous le verrez dans
je reviens à cette fameuse bande dessinée. Je tiens juste à dire que mes droits d'auteur sont versés à l'association Mieux Prescrire. Donc, ce n'est pas une démarche commerciale, en tout cas. Pardon. Dans cette bande dessinée, nous détaillons Nous avons vraiment voulu détailler, d'une part, justement, ces interrelations étroites, scientifiques, journalistiques, politiques, et aussi la façon dont nous avons travaillé avec les journalistes et comment, à rebours totalement des conseils de mes collègues, surtout tu ne parles pas Marianne, tu ne parles pas au canard, tu ne parles pas je ne sais pas quoi, moi j'ai décidé d'emblée de considérer que je travaillais avec des professionnels, les journalistes, des grands médias, et que très rapidement je me suis aperçue qu'ils étaient formés à la critique, à l'investigation. C'est vraiment une qualité essentielle, à la précision, à la rigueur, et que je n'allais pas leur... il fallait que les documents, ils demandaient un travail de qualité pour pouvoir effectivement en faire état dans les journaux de toutes obédiences d'ailleurs. Et dans ce domaine très particulier, scientifico-juridique, puisqu'il y avait derrière des enjeux importants en termes, bien sûr, d'implication juridique pénale, de suite judiciaire, il a même été... Alors, ça va peut-être vous paraître l'horreur des horreurs pour des journalistes, mais avec pratiquement 100% de ces journalistes, de tous médias, il a été assez rapidement convenu que je relirais les articles, non pas avec un regard pour dire « j'aime pas la façon dont vous abordez », j'ai dit « moi ça ne me regarde pas, c'est votre travail », mais il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs factuelles, parce que c'est la brèche pour des contre-discours, de minimisation, de révisionnisme, etc. Et donc, on a établi réellement des relations professionnelles qui ont permis que, je crois que pratiquement jamais aucune bêtise n'ait été rapportée dans ces grands journaux, ce qui a été une catastrophe pour les services de communication du laboratoire qui inondaient les directions. Il faut savoir qu'il y a des pressions, c'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt les rédacs-chefs et au-dessus des rédacs-chefs, des interventions, des pressions, des courriers, etc., pour faire entendre un autre discours, soi-disant contradictoire, parce qu'on prend toujours les voies de la vertu pour venir raconter des fadaises. Et ces journalistes à qui on disait « mais vous êtes toujours à charge », c'est contre Servier, par exemple, revenaient me voir en me disant voilà les éléments de langage qu'on nous oppose. Voilà. Donc, on a pu établir ce travail, qui est un travail donc d'abord de rigueur des faits et qui permet effectivement de tenir bon face à des pressions importantes et constantes. C'est le jeu, si je puis dire, il faut le connaître et il faut se préparer, on y consacre beaucoup de temps. Il y a eu quelques difficultés mais finalement, les grandes difficultés que nous avons eues avec la presse, c'est avec la presse dite spécialisée, médicale, pas les services santé des grands journaux, mais la presse spécialisée médicale qui est majoritairement financée par l'industrie pharmaceutique. Là, ça a été absolument ahurissant. Je peux citer des noms qui peuvent dire quelque chose, le quotidien du médecin, etc., où il y a eu là constamment des attaques incessantes pour contrer cette alerte et surtout soutenir totalement, indéfectiblement, l'industrie et notamment le laboratoire Servier, alors qu'il n'y a pas d'amalgame à faire entre une industrie pharmaceutique majoritairement et heureusement vertueuse et une criminalité parfois très impressionnante puisqu'elle concerne la vie des gens qui peut se développer au sein de ces laboratoires et qui est, j'ai envie de dire, une caractéristique presque de l'ADN du laboratoire Servier. Encore une question et une réponse courte. Fiammetta, tu as un dessin sur ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il reste une question? Oui, allez-y. Madame Frachon, bonjour. Bonjour. Je réagis à ce que vous dites à propos du laboratoire Servier.
Je suis médecin, j'ai été jeune médecin au moment où les premiers problèmes ont été posés, Isoméride puis Mediator, et entre confrères, nous savions que les produits Servier nous étaient proposés à grands coups, mais de canon. C'était une pression par la visite médicale, par la manière de présenter des publications dites internationales. Et je voulais revenir sur la notion du poids des faits et de la rigueur de ces faits. Les publications internationales sont souvent utilisées comme levier. Je suis entrée dans la presse médicale. Pour moi, il était évident que Servier était par nature, médicalement et journalistiquement, totalement despotique, faux, stalinien, poutinien, on dirait aujourd'hui. Parfaitement poutinien. Et pervers, parce que l'ambition, c'était de garder au laboratoire Servier français une présence internationale, donc financière. Et donc, il était clair pour nous, en tout cas les personnes que je fréquentais, qu'on ne prescrivait pas Servier, parce qu'en plus, on savait bien que ça donnait de mauvais résultats. Je n'ai jamais prescrit Isoméride, parce que je savais d'avance ce que ça allait donner. Nous savions tous qu'ils étaient partis d'une seule molécule dont ils avaient fait enfants, petits-enfants, triple, arrière, petits-enfants, toujours la même, que l'on essaye de dispatcher et d'indiquer dans de multiples spécialités, à droite, à gauche, au milieu, le poumon, tout ce qu'on veut. Et du coup, je voudrais revenir sur la notion de ce lavage de linge sale en famille. Les médecins n'ont pas parlé de ce qu'ils savaient. On parlait des chercheurs et des scientifiques. Les médecins ne l'ont pas dit comme nous le savions. Pourquoi ? Parce qu'on lave son linge sale en famille. Parce qu'on sait des choses et on ne les dit pas. Et la question qui se pose est très humaine. Ce qu'on sait est-il toujours dissible ? Vous avez lancé une alerte, vous avez eu les reins bien solides, parce que pour beaucoup de journalistes pigistes, oser ce que j'ai fait, et je peux témoigner dans ma vie professionnelle, de dénoncer des faits comme le changement climatique, ou les pesticides et l'influence endocrinienne des pesticides, ce que j'ai fait il y a plus de 20 ans, pour me faire allumer au sein de ma rédaction. Comment avait-on osé me laisser écrire des faussetés pareilles ? J'étais parfaitement tranquille, mais j'avais contre moi des circonstances. Qui peut se permettre de tenir debout face aux circonstances ? On ne peut pas rester seul. Vous avez trouvé des relais. Votre témoignage est très important et d'abord, je vous en remercie. Je regrette presque de vous connaître juste aujourd'hui. Vous auriez été un excellent témoin au procès du Mediator, mais nous en avons eu d'autres et qui ont raconté la même chose. Et je voudrais, en rebondissant sur votre témoignage de difficulté de dire dans un milieu où règne l'omerta, je voudrais rendre hommage à une autre journaliste qui s'appelle Virginie Baguet, qui est une journaliste qui travaillait dans ces médias santé complètement marquée par une censure absolue de tout ce qui pouvait gratter du côté de l'industrie pharmaceutique, qui arrose sans compter le monde médical. Et cette Virginie Baguet a témoigné à plusieurs reprises, notamment au Sénat et dans les médias d'actes de censure qui étaient imposés sur l'affaire du Mediator. Et elle est devenue ensuite, pour l'agence de presse médicale, qui est l'APM indépendante, une journaliste d'investigation hors pair. Et elle a publié plus de 600 ou 700 dépêches absolument remarquables sur l'affaire du Mediator. Je lui rends d'autant plus hommage qu'elle a 45 ans et qu'elle souffre depuis quelques semaines en pleine audience d'un accident, d'une rupture d'anévrisme. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a un rôle absolument majeur dans cette affaire-là et qui a subi complètement, et elle l'a raconté, ces avanies que vous rapportez aujourd'hui et qui sont bien évidemment très choquantes et inacceptables. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci, docteur François. Merci à vous. Bien, je pense que c'est une belle introduction pour la journée, prometteuse. Je vais tout de suite passer la parole à Luciana Radugagi, qui va nous parler d'un autre sujet autour du climat et des COP. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment
de m'avoir invitée à cette conférence. Je me suis demandé pourquoi vous m'avez invitée, puisque vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas une personnalité médiatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous ne m'avez pas vue à la télé, vous ne m'avez pas écoutée à la radio. Je suis sûre que vous n'avez pas lu les articles ou les ouvrages scientifiques que j'ai pu lire. Je vais vous dire pourquoi je suis là, puisqu'on me l'a dit. Mais avant cela, merci aussi d'inviter à cette conférence qui met en miroir scientifiques, journalistes et politiques, des scientifiques des sciences humaines et sociales. Je suis enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Donc je travaille sur l'espace public et peut-être que lors de la 4e édition de la journée Sciences et Société, une 7e société savante, la SFSIC, on a une société française des sciences de l'information et de la communication, sera invitée comme organisateur. Nous travaillons sur ces mêmes sujets. Et alors pourquoi on m'a dit pourquoi j'ai été invitée. C'est parce qu'en novembre 2021, j'avais publié dans The Conversation, qui est ce média de vulgarisation scientifique que vous connaissez, un article sur la COP26, un article qui faisait une analyse de la relation entre médias, sciences et un peu politique lors de cette COP. Et voilà une autre preuve qu'il faut un peu de médias pour que les scientifiques, tout type de scientifiques, soient connus. Et donc, voilà, c'est un honneur pour nous, autres scientifiques, parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui des scientifiques, les climatologues, les médecins, pneumologues, etc. Eh bien, je vous propose aujourd'hui 3 questions. Qu'est-ce qui fait le succès des COP, des conférences des partis? Qu'est-ce qui fait le succès des scientifiques dans les médias? Et qu'est-ce que les universités pourraient faire? Je suis donc moi-même dans une université, pas un institut de recherche. Je suis à l'université de Cergy, qui s'appelle aujourd'hui CY, Cergy Paris Université, dans l'ouest parisien. Certains, la plupart parmi vous, n'y êtes jamais allés. Nous faisons de la recherche à Cergy comme on fait de la recherche dans toutes les universités en France. Alors, premier point, qu'est-ce qui fait le succès des COP? Vous savez que la COP qu'on connaît tous, c'est la COP 21, celle qui a été le moment de la signature de l'accord, de la convention cadre. Cette COP a été très importante parce qu'elle a réuni autour de la table pas seulement des politiques, mais d'autres acteurs. Les ONG étaient très importantes à ce moment-là, des instituts de recherche étaient invités également, et donc on s'est engagé à ce moment-là de réduire ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100 avec 2 degrés Celsius. Depuis, donc COP21, il y a eu les COP22 jusqu'à 25, pendant lesquels on a suivi l'évolution du respect de la Convention cadre. On n'en a pas entendu parler. Je pense qu'aux personnes, peut-être quelques personnes, pourraient citer les lieux où ces COP ont eu lieu. Néanmoins, la COP 26 a été plus importante. C'est la COP de 2021, donc, la COP de Glasgow. Et lors de cette COP, on a signé un autre document politique, le pacte. C'était aussi presque en fin de pandémie. C'était un moment important où la question de la confiance en la science avait été beaucoup posée. Et donc, on a eu un regard plus perçant sur cette COP. Ça a été un événement politique qui a enclenché une avalanche de déclarations. L'ensemble des politiques ont fait des déclarations, j'en ai quelques-unes là que je peux vous citer. Voilà, le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, avait dit on est à minuit moins 1. La reine Elisabeth II elle-même dit qu'il y a la volonté aujourd'hui de s'élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d'un véritable sens politique. Et j'en ai d'autres comme ça, des citations qui parlent de politique de la part des politiques. Ce qui est très bien, c'est leur métier. Néanmoins, la COP,
se fonde sur des documents scientifiques. Et au moment de cette COP, il y a eu également une déclaration, une lettre ouverte signée par 200 climatologues. Et si on en a entendu parler, c'est seulement grâce aux journalistes et aux médias qui l'ont relayé. Ce ne sont pas les politiques qui en ont parlé. Or, ces scientifiques, ces climatologues, disait dans cette lettre qu'il était impératif de revenir aux résultats naturellement des rapports GIEC avant de prendre tout engagement politique ou économique. Donc vous voyez, la COP elle-même réunit un ensemble d'acteurs et parfois c'est un dialogue de sourds. Vous vous souvenez qu'on avait beaucoup critiqué cette COP parce que c'était un événement qui avait produit beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, hein, les jets privés, vous vous souvenez de tout cela. La COP27 arrive ensuite, on en a entendu moins parler, c'était la COP de Sharm el-Sheikh. Et si on regarde, vous savez, il y a des statistiques de la présence des sujets dans l'espace public. Si on regarde ces statistiques, la COP a la même popularité que la Coupe du Monde du Qatar, ce qui est normal parce que ça arrivait presque au même moment. Donc on m'a posé la question par un autre média spécialisé à ce moment-là, mais pourquoi, comment se fait-il? Alors on peut dire que le Qatar a été aussi un sujet climat ou climatique parce qu'on avait beaucoup critiqué, n'est-ce pas, le non-respect du droit de l'homme, mais aussi les coûts environnementaux extrêmement importants de l'organisation de ces mondiaux. Alors, voici donc comment nous, en sciences de l'information et de la communication, on peut analyser ce qui se dit dans l'espace public. Mais il ne suffit pas de faire une radiographie de ce qui est dit, on se pose plus en profondeur la question, alors là je l'avais posée hier soir à la maison, qu'est-ce qui fait le succès des scientifiques dans les médias? Mais j'avais oublié que vous aviez posé une meilleure question pour la session tout de suite après, et je l'adapte à mon sujet. Qu'est-ce que j'ai compris du fonctionnement des médias, dirais-je, vis-à-vis des scientifiques, hein? C'est cette deuxième question que je vous propose aujourd'hui. Et avant tout, ce qui nous a surpris lors de l'analyse de la COP26, c'est qu'on n'a pas retrouvé seulement les acteurs classiques, donc politiques, je disais, ONG, médias naturellement, scientifiques, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient présentes dans l'espace public, alors sur les réseaux sociaux par exemple, c'est ce qu'on analyse, et cette multitude d'acteurs rend donc visible en égale mesure l'ensemble de ces acteurs, de ces communautés, on les appelle. Autrement dit, elles sont toutes aussi bien légitimes pour parler, pour prendre la parole dans l'espace public. Les scientifiques ont la même légitimité pour s'exprimer sur le climat que les influenceurs, on les appelle aujourd'hui, que les journalistes, que les ONG, que les entreprises. On parlait tout à l'heure des pressions diverses. C'est important parce que d'un point de vue du public, de l'analyse du public, de la réception du message public, on fait rarement la distinction entre qui parle. Ce qu'on retient, ce sont les arguments. Et j'arrive à ce deuxième point, l'argument. Argumentation scientifique. C'est un non-sens. Est-ce que vous êtes d'accord? Le scientifique n'est pas censé argumenter. Nous, on nous a appris à l'école que le scientifique explique, le scientifique interprète, le scientifique fait comprendre. Or, dès lors qu'il entre dans l'espace médiatique, il est mis en égale position avec les autres acteurs. Or, dans l'espace public, on argumente de manière rhétorique. Alors, un scientifique qui est censé proposer des arguments dans quelque chose qui... M. Siama m'a dit de ne pas trop entrer dans des notions scientifiques. Juste permettez-moi de vous dire, en analyse du discours, en sciences de la communication, on dit qu'il y a plusieurs manières d'échanger dans l'espace public, plusieurs étages, niveaux. Premier niveau, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est ce qu'on fait ici. Je parle, vous écoutez, ensuite il y a des questions, très bien. Le deuxième niveau, c'est le débat.
L'objectif du débat, c'est d'être visible. Alors, qui de nous sera le plus visible? Le troisième niveau, c'est la dispute. L'objectif de la dispute est de gagner. J'avance tout type d'argument, même faux, avec l'objectif de gagner. Or, dans l'espace médiatique où plein d'acteurs sont visibles aujourd'hui, on est dans des situations de dispute. Le scientifique doit gagner la dispute. Son simple statut de scientifique qui a la preuve, donc, ne suffit plus. Alors, on avait fait des analyses de l'affaire du sang contaminé en sciences de l'infocom. À cette époque-là, on était encore au moment où le scientifique disait la vérité. Le journaliste ne l'interpellait pas sur sa vérité, puisque c'était la vérité scientifique. On n'est plus là, et parce qu'on est possible de passer par le Covid, et on sait ce que cela a signifié. Voilà, on appelle cela, nous, dans nos recherches, l'analyse de l'architecture des discours qui prend en compte tous ces niveaux, et ça répond aussi à une question qui a été posée tout à l'heure sur qu'est-ce que le scientifique devrait faire pour sortir du brouillard qui est parfois instauré. Mais aussi, ça répond à la question ou à la remarque de la directrice de la BNF tout à l'heure. On demande aux scientifiques, disiez-vous tout à l'heure, de trop faire, de prendre la place des autres. Et c'est tout à fait cela. Et alors, le scientifique doit prendre sa place, ou garder sa place, préserver sa place, tout en sachant qu'il y a d'autres qui peuvent avoir des places à légitimité presque égale dans l'espace public. Autrement dit, les communautés épistémiques, un autre terme, une autre notion, désolé, la communauté épistémique, ce sont ces personnes qui ont l'expertise, qui ont des compétences et la légitimité, et donc une autorité en matière de production de connaissances. Il y a aujourd'hui des communautés épistémiques, des influenceurs de tout type, des entreprises, pas seulement des scientifiques eux-mêmes. Et pour conclure, j'arrive à la troisième question qui est, mais qu'est-ce que les universités, instituts de recherche aussi, peuvent faire de mieux pour être visibles? Alors je vous livre une piste, c'est quelque chose qu'on essaye de développer nous dans les universités, alors grâce à des universités européennes, c'est une autre affaire, on en parlera une autre fois, c'est cette chose qui s'appelle la diplomatie scientifique. La diplomatie, c'est de la politique. Faire de la politique en tant que scientifique, être présent comme acteur au dialogue public, au dialogue politique, au débat diplomatique, au dialogue diplomatique, pas seulement en tant qu'expert au service d'eux, mais en tant que scientifique, acteur légitime aussi de ce type de discussion. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que tous les sujets sont pertinents pour ce type de débat diplomatique? Peut-être pas non plus, mais réfléchissons-y. Et juste pour donner un exemple, la COP27 a eu aussi un participant étonnant. J'ai été très contente et très envieuse, je dois le dire aussi. L'Université Côte d'Azur a décidé d'y aller dans une mission de diplomatie scientifique, et ils ont dit « Nous sommes des scientifiques prêts à entrer dans cette arène du débat des COP pour qu'on finisse encore avec les COP. » Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour Luciana Radoux-Gagli? Oui, là. Bonjour, ça marche? Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Oui, je me dis Simon Fellouz, directeur de recherche à INRAE, donc plutôt du côté des scientifiques. Donc merci, et super, je trouve génial la fin sur la diplomatie scientifique, parce que je crois que c'est en fait un devoir maintenant pour nous scientifiques. Mais sur la partie précédente, sur la question de la partie du débat dans la science, en fait, il me semble que la controverse, c'est-à-dire l'opposition entre différentes visions et différents éléments, est en fait un des processus au cœur du processus scientifique. C'est même presque ce qui définit la science, c'est-à-dire l'échange de visions, mais qui sont toujours dans la bonne foi. Et en fait, peut-être qu'il est là le décalage, c'est-à-dire que dans la science, on a des processus de création de la synthèse, et c'est dans un débat qui va être un débat public face à des acteurs qui peuvent être de mauvaise foi, là on est en difficulté. Et d'ailleurs, sur cette question de
avoir une position en tant que scientifique, c'est à peu près pareil que pour les journalistes. D'ailleurs, je crois que l'objectivité est quasiment impossible. Rappelons que l'objet qui définit l'intronisation dans le monde de la science et de la recherche, c'est la thèse. Avoir une thèse, c'est bien même qu'on soutient quelque chose. Si je peux me permettre une petite remarque juste pour réagir, Yves, je suis de ce côté-là. Par là. Ah, voilà, par rapport au film qu'on a vu hier, effectivement, sur la bataille du climat, il y avait un lobbyiste qui expliquait, qui réagissait, qui se préparait à un débat face à un scientifique. Et il disait, moi, pendant un mois, j'étudie ce que dit le scientifique, je regarde tous ses discours pour pouvoir contrer ses arguments. Il avait un mois pour le faire, alors que le scientifique derrière, il était vraiment... voilà, il avait juste la journée pour le faire, parce qu'il est très occupé. Et le travail de lobbyiste, c'était de contrer le scientifique, justement. Bien sûr. Alors, je vous suis. Je n'ai pas osé le dire naturellement. Il s'agit du débat de bonne foi. Et je ne doute pas que des journalistes scientifiques se préparent. Il ne s'agit pas de ça que je parlais tout à l'heure. Il s'agit de ces arènes non contrôlées où le scientifique est jeté presque et où il doit répondre et discuter, débattre, pas avec des personnes qui ont des arguments, des arguments scientifiques, de la controverse en face, mais dans une situation où la bonne foi ne fonctionne pas tout à fait. Et ça existe beaucoup. Alors, si vous suivez les réseaux sociaux, c'est une arène de ce type. Les réseaux sociaux n'ont pas de règles. Nous, on étudie la manière dont Twitter rend compte de ces débats et de ces communautés épistémiques. Il ne s'agit pas de des journalistes scientifiques qui se préparent, il ne s'agit pas de scientifiques qui sont là à poser les thèses, mais il s'agit d'acteurs qui ont un nom, un identifiant, et qui s'expriment tous en égale mesure. Le public lit l'ensemble de ces discours avec un regard qui est parfois pas critique, le plus souvent pas du tout critique. Or, l'opinion publique se fonde sur ces échanges qui sont non contrôlés. Je crois qu'on a oublié, est-ce qu'il y avait un dessin de près? C'est la régie qui sait ça, en fait. Ok. Je crois qu'on a juste la place pour une dernière question. On va décaler un petit peu les horaires que vous avez parce que Patrick Pelloux a annulé son intervention. Donc on va déjeuner à peu près... Pardon, je voulais parler de Dominique Volton et il y a eu une substitution dans mon cerveau dont je m'excuse. Parce que je n'ai pas abordé la question, mais Dominique Volton vous aurait parlé de la différence entre informer et communiquer. Je n'ai pas du tout parlé de ça parce que c'était son sujet, mais ça aurait été intéressant. Effectivement, informer n'est pas communiquer. Il a son livre, sans doute, il est en vente à la sortie. J'espère. J'avais juste une dernière question. Oui, j'avais juste une question ou une remarque sur la légitimité du scientifique. Pour moi, la légitimité, elle est la légitimité de la collectivité, de la communauté scientifique dans son ensemble. Et je pense qu'il y a quand même souvent un problème avec ça. C'est-à-dire que d'une part, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, on a entendu dans l'exposé précédent. Et d'autre part, le scientifique, il a un domaine de compétences qui est tout petit. Et je pense qu'il y a un vrai problème que souvent les journalistes connaissent quelques scientifiques et les interrogent sur tout et n'importe quoi. Donc pour moi, il y a vraiment cette question de comment est-ce qu'on a une parole scientifique qui est une parole collective et pas juste une parole de quelques individus. C'est une vraie question et tout à l'heure on parlait de cette personnalité médiatique. Vous le savez, dans les rédactions de presse, on a une liste d'experts qu'on invite régulièrement parce que ce sont ceux qui se sont exprimés précédemment et donc on leur pose des questions qui sortent de leur domaine d'expertise et c'est un fait courant, c'est comme ça. Alors c'est lié à plein de contraintes, c'est une réalité. Comment peut-on améliorer ou corriger cette situation? Alors c'est un autre débat à avoir ensemble entre journalistes et puis scientifiques de tout type. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, maintenant on va passer au grand entretien entre Carole Châtelain et Patrick Pelloux. Je m'excuse de la confusion de tout à l'heure. Et donc je cède le micro.
Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir de recevoir donc Patrick Pelloux, que tout le monde connaît bien évidemment, mais je vais le représenter en 2 mots. Donc, on va échanger pendant une petite demi-heure, sans doute un tout petit peu moins pour laisser là aussi la place à quelques questions en fin d'entretien. Patrick Pelloux, c'est évidemment un urgentiste, un médecin urgentiste. Il est aussi le président de l'Association des médecins urgentistes de France. On le connaît parce il intervient beaucoup dans la sphère médiatique, donc il prend souvent la parole, on la lui donne aussi souvent. C'est un scientifique puisque c'est un médecin et surtout il a participé à beaucoup de débats et il a pris parti sur beaucoup de sujets. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir cet acteur qui est vraiment très actif dans ce milieu-là et dans la question qu'on se pose aujourd'hui sur les interactions entre le scientifique, le journaliste et le politique. Eh bien, je crois que Patrick est au cœur aussi du système. Patrick, on vous connaît surtout depuis 2003, en fait. Et ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, c'est d'identifier ensemble, d'après votre vécu, quels sont les points de crispation que vous avez pu définir quand vous êtes un lanceur d'alerte, puisque on reparlera de 2003, mais vous êtes un lanceur d'alerte à cette époque-là. Quels sont les freins pour vous faire entendre de la part des politiques et puis aussi peut-être aussi de la part des médias. Donc, ouais. Bonjour. Avant, en fait, je suis avec vous, mais on fait un hommage dans les hôpitaux à Karen Mézineau qui a été assassinée à Reims et de manière très humble, je pense à elle et je parle avec vous. En pensant à elle, je voulais le dire parce que je ne vais pas pouvoir aller à Necker où je voulais aller parce que je préfère rester avec vous parce que c'était un engagement. Alors, par rapport à ce que vous dites, c'est très compliqué, en fait. Parce que si vous prenez la canicule de 2003, en fait, si vous voulez, moi, je suis juste un ouvrier spécialisé de l'hôpital public. Et à l'époque, c'est il y a 20 ans, vous imaginez, on s'est retrouvé avec une incompréhension du politique. C'est-à-dire, c'est très embêtant quand vous êtes sur le terrain et que vous pouvez pas vous pouvez pas avoir confiance dans votre hiérarchie. Parce qu'à l'époque, vous êtes médecin et vous urgentiste et vous voyez arriver. Mais on a il y a eu plein de mensonges et de rumeurs sur la canicule de 2003, mais si vous voulez, il y a eu 2 vagues. Il y a eu une première vague en juin, où je me suis retrouvé face au ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Mattei, qui est une référence en termes de communication, et qui nous a dit « Non, mais vous dites n'importe quoi ». Puis alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont des éléments de langage. C'est-à-dire que pour eux, vous êtes l'ennemi, d'accord ? Pour eux, mais comme les journalistes et comme ceux qui ont le droit à la parole vont contrer ce qu'ils disent, donc ils sortent des éléments de langage. Donc le truc, c'était que j'étais d'extrême gauche, que je ne travaillais pas, que je disais n'importe quoi, etc., et que je réclamais toujours des lits, voilà, vous voyez, et des manques de moyens pour l'hôpital public. Soit dit en passant, 20 ans après, en fait, c'est la même chose, mais enfin bon, peu importe. Et donc du coup, quand est arrivée la première vague, on est allé les voir en disant « Attention, là, on ne sait plus où les mettre, ils sont en train de mourir. » Et la deuxième vague qui arrive début août et qui est un carnage. Eux, après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent leurs éléments de langage pour pas discréditer, parce qu'à l'époque, en plus de ça, le président de la République, Chirac, avait disparu, parce qu'on le sait, il était parti dans une clinique de chirurgie esthétique au Canada. Très bien. Bon, voilà, c'est un style, voilà. Et donc, on était vraiment... Et deuxièmement, donc il y avait ça à affronter, qui est très lourd, très lourd. Et puis, vous aviez la méconnaissance scientifique par rapport à la canicule. Et alors là, on était avec quelques médecins, dont un qui avait déjà révélé une canicule en 80. On a commencé à regarder. Donc, tous les soirs, on regardait, on recherchait. Et puis alors, attendez, parce qu'en 2003, il y a 20 ans,
vous n'aviez pas tous les outils que vous avez maintenant. Vous n'aviez pas les moteurs de recherche, d'accord ? Il fallait aller à la bibliothèque, sortir les fiches, sortir les articles, etc. C'était un autre temps. C'est fou. Et justement, si je peux vous demander une précision, comment vous avez fait en tant que médecin et lanceur d'alerte à cette époque-là pour accéder aux politiques ? Est-ce que vous avez d'abord accédé aux journalistes pour accéder aux politiques ? Les journalistes, le hasard a fait qu'on ne savait plus où mettre les malades et en fait, on a vu monter en puissance la mortalité. Il y a du jour au lendemain. Vous avez toujours à peu près, dans un service d'urgence comme Saint-Antoine, avec à peu près 150 passages jour, vous avez un mort par semaine, en gros, qui est pour X raisons, peu importe. Mais là, on en était à 3 par jour. Donc, il se passait quelque chose. Et en fait, le hasard a fait qu'il y a une équipe de journalistes de TF1 qui allait tourner pour un député RPR de UMP de l'époque qui était là, Bardet, et qui sont passés, qui nous ont dit il y a beaucoup de véhicules de pompiers et tout. J'ai dit non, mais là, regardez. Et à l'époque, les journalistes pouvaient rentrer facilement à l'hôpital. Première chose qu'ils ont fait, quand il y a eu ça, ils nous ont pris tous ceux qui ont raté les écoles de journalisme pour devenir chargés de communication à l'hôpital, avec un ordre, empêcher les journalistes de rentrer, évidemment. Donc c'est pour ça que moi, vous ne me voyez plus faire des interviews dans les hôpitaux. Et là, récemment, il y a Complément d'enquête qui refait une enquête sur les hôpitaux. Il y a eu une fin de non-recevoir des services de communication de la PHP. Il faut quand même savoir que la deuxième arme, c'est bien sûr la censure. D'accord ? La censure. Ou, évidemment, je suis désolé de vous le dire, mais il y a certains médias qui jouent vraiment le jeu de la censure. Donc du coup, on s'est retrouvés avec d'autres, parce qu'on était quelques-uns à se battre, avec en plus la désinformation qu'il y avait, la méconnaissance des conséquences de la canicule. Les articles scientifiques qui étaient sortis, c'était notamment sur la canicule de Chicago, qui disaient « les gens meurent à cause du taux d'humidité de l'air ». Alors, on a regardé, invraisemblable. D'autre part, il y avait l'indication de dire, ça c'est Mattei qui l'a porté, bon, de toute façon, ceux qui meurent, ils vont mourir. Ça, c'est génial. Ils vont mourir un jour ministre de la Santé, ouais, ministre de la Santé. Alors, vous voyez, chaque jour, et ce que vient de dire la précédente intervenante est très juste, c'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous dit un énorme bobard et un mensonge, vous ramez parce que c'est pas facile. Donc il a fallu combattre tout ça. Ça a été très difficile. D'accord. Donc en fait, il y a un schéma qui se met en place dès qu'il y a un lanceur d'alerte. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Et vous parlez de là, c'est vos débuts, entre guillemets, c'était il y a 20 ans. Est-ce que vous avez actuellement vu une évolution dans ce fonctionnement-là ? Ah non, rien du tout. C'est pour ça que le GIEC, tout ça, tous ces groupements qui parlent de l'écologie, de la science et de la science, donc des mathématiques, donc depuis que le monde est monde, 1 + 1 = 2, voilà, et ben c'est très difficile parce que d'autre part, vous le savez, notamment dans les médias et l'audiovisuel, un sujet long fait 90 secondes. Comment vous voulez élaborer des théories? C'est extrêmement compliqué. C'est peut-être pour ça que cette violence qui empêche justement ce discours et l'apprentissage, vous voyez son miroir dans des actions comme Extinction Rébellion, etc., qui font des actions violentes. Parce que la canicule, il y en a une, après il y en a eu d'autres, il va y en avoir d'autres, ça tue. Et, contrairement à ce qu'ils ont dit, alors ça c'est intéressant en termes médiatiques. C'est ce qui s'est passé en Italie à ce moment-là. C'était Berlusconi. Berlusconi, le digne fils de Mussolini. Donc, le gars, évidemment, les gens mouraient en Italie. Mais il ne fallait pas qu'il meure. Donc, comme il tenait tous les médias, il n'y avait pas de mortalité. 0. Tu parles, 1 an après, les scientifiques en sortie, on dit 22 000. 22 000 morts. Avec la canicule de 2003, au final, c'était à peu près 90 000 morts en Europe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a dit ça, Chirac est revenu de sa clinique, très bien, il a pris la parole, il a dit « c'est la faute aux gens ». Tadam ! C'est pas notre faute,
C'est la faute aux gens. Ah, les familles sont pas sympas, les familles s'occupent pas des personnes âgées. Ah, puis qu'est-ce que c'est que ces gens qui se plaignent, etc., etc. Moi, je me prends des torgnoles comme c'est pas permis, rétrogradation, etc., etc. Tout ça, très bien. Il fallait pas discréditer le discours politique. Ça, je suis intarissable là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des petits soldats et nous sommes face à un petit groupe. Je suis pas du tout complotiste, c'est du vécu, où en fait, pour les vaincre, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pour vaincre les communicants qui ont des éléments de parole. Mais ils ont tout. Ils ont les communicants, ils ont les pouvoirs décisionnels, etc. Et il ne fallait pas, ça j'en suis convaincu, il ne fallait pas dire que c'était une conséquence du réchauffement climatique. Ce n'était pas possible parce qu'en fait, et alors c'était il y a 20 ans. Je vais vous prendre un exemple très concret. On avait un problème avec les hôpitaux et la chaleur qu'il y avait dans les hôpitaux. Bon, donc du coup, ça pour la petite histoire, c'était très drôle parce qu'évidemment, les vendeurs de climatisation sont tous arrivés en disant on va vendre des clims. Il y en avait même un qui m'avait proposé de faire de la publicité pour des climatiseurs. Bon, très bien, malin. Et donc, qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit, non, mais ne commencez pas à mettre de la climatisation partout. Si vous mettez de la climatisation partout, vous réchauffez la planète. Parce qu'on va commencer, et comme vous le savez, on consomme pratiquement plus d'électricité maintenant l'été pour les clims, et c'est n'importe quoi. Et on leur a proposé des trucs, parce que il y avait. Alors ça, c'est ça qui était bien, c'est que vous aviez, et là encore, vous n'aviez pas tous les réseaux qu'on a actuellement. Il y avait les scientifiques qui me contactaient. Et donc, il y en a un qui me dit un truc merveilleux. Il me dit, si vous faites pousser des arbres le long des façades des immeubles, vous baissez et vous temporisez la température et vous baissez de plusieurs degrés. Bon, formidable. Et donc, je me souviens, je dis ça, elle s'appelait Vanderberg, la directrice générale de la PHP. Je lui dis, écoutez, au lieu de raser les arbres, alors pourquoi ils ont rasé les arbres dans les hôpitaux ? Pour virer les jardiniers. Là, vous coupez les arbres, il n'y a plus de jardiniers, vous faites des économies, etc. Donc, on a coupé les arbres. Donc je lui avais dit, je vais dire, replanter des arbres, que ça, sur les façades, vous protégez. Et ben en fait, ça n'a jamais été fait. 20 ans après, mais rien du tout. Par contre, la climatisation, elle a explosé, et vous ne pouvez pas lutter contre ça, en fait. Et on est quand même 20 ans après, ça fait mal. Et oui, si on revient à aujourd'hui, par exemple, donc vous aviez dénoncé la canicule, vous êtes aujourd'hui sur d'autres sujets d'alerte. Vous-même, vous avez un peu franchi la ligne puisque vous êtes devenu chroniqueur, notamment à Charlie Hebdo, donc vous avez aussi accès aux médias. Aujourd'hui, comment vous analysez aussi la situation ? Est-ce que les journalistes dont vous parliez de censure tout à l'heure sont censurés ou s'auto-censurent, prenons Covid, ou prenons d'autres sujets qui vous tiennent à cœur, comme je crois le scandale à venir du tramadol, dont ça aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se passe, si vous devez lancer une alerte ? Un carnage. Irène Frachon, mais le tramadol, mais c'est un sujet. C'est comme l'Oxycontin et le film qui est sorti là. C'est la même chose, vraiment. Bon, je travaille plus à Charlie Hebdo. Hein, c'est pas que voilà, c'était trop difficile après ce que vous savez. Bon, je pense qu'on vous donne pas. Ce qui est difficile pour la communication, c'est le temps long. Or, les médias font de plus en plus courts. Or, pour expliquer des choses extrêmement complexes, ne serait-ce que pour la canicule et les conséquences du réchauffement climatique, c'est extrêmement difficile. Par exemple, là, un des sujets va être l'arrivée des parasitoses en Europe à cause du réchauffement climatique. Il faut savoir, et c'est passionnant, et vous avez des scientifiques qui vont sur les étalages de poissons sur les marchés récupérer les parasites qui sont sur les poissons. Et les parasites qui sont sur les poissons maintenant, qui sont pêchés au large de la Bretagne, ce sont des parasites qu'on trouvait avant qu'au large de l'Afrique. Donc tout le monde remonte. Bon, bienvenue, mais ça va avoir des conséquences, notamment le paludisme va revenir. Le paludisme était déjà présent en France, hein, ce qui a fait qu'on a fait Versailles, parce que vous aviez des marais, d'accord, et Louis XIV, il a dit, c'est pas possible, ils avaient tous le palu, ils ont asséché les marais, il n'y avait plus de palu. Bon, très bien. Il va revenir. La dengue va revenir, le chikungunya, etc. Et tout ça va poser énormément de problèmes de santé publique,
d'accord ? Et c'est vraiment des interpellations. Mais quand vous dites ça au pouvoir public, ou protéger les populations, vous n'êtes pas entendu. Je me souviens, à l'époque, c'était Delanoë qui était maire de Paris, je lui avais dit oulala, oulala, il était super Delanoë, je lui ai dit oulala, oulala, il faut que tu songes à changer tes toits en zinc sur Paris, parce qu'ils cuisent. Évidemment, les plus pauvres habitent toujours sous les toits, donc d'un coup ils ont froid l'hiver et ils ont chaud l'été. Il faut savoir que la pauvreté meurt plus de la chaleur l'été que l'hiver du froid, donc du coup il fallait changer. Bon, voilà, on n'a rien fait, et d'un coup vous aviez eu cette proposition de Pécresse, moi je t'ai dit c'est consternant, qui avait dit on va classer au monument de l'UNESCO les toits en zinc de Paris, mais c'est un non-sens de tout. Parce que là, vous faites cuire la population. D'autre part, il y a tout un concept. Alors, c'est en train de progresser très, très, très doucement sur le fait qu'il faut que les villes, il y a à nouveau, les arbres vont nous protéger, mais comment récupérer l'eau, etc., etc. Il y a tout ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et là, les journalistes scientifiques peut-être n'en parlent pas assez, c'est que, en gros, quand vous parlez avec, j'ai rencontré des types passionnants, ce sont ceux qui s'occupent en fait de tous les récupérateurs d'eau et de traitement des eaux usées. C'est passionnant. Bon. Par exemple, ils dosent la quantité de cocaïne et d'héroïne dans Paris, dans les égouts, et on sait quels sont les quartiers qui consomment le plus. C'est amusant. C'est quartiers riches. Enfin bon. Et donc, il y a ça, et donc ils arrivent à enlever, par exemple, les hydrocarbures, les grosses molécules, en gros. Mais les molécules des médicaments, ils n'y arrivent pas. Ce qui fait que, sans le savoir, en fait, vous buvez du Doliprane surtout, en fait. Donc, vous avez de l'eau pure Doliprane, vous avez des tas de trucs comme ça qui sont vraiment... Et là, on tombe sur quoi ? Ça, c'est intéressant. On tombe sur les moyens qu'on donnerait et qu'on donne à la recherche nationale pour faire de l'eau pure. Bon. Or, on donne de moins en moins. Et les systèmes privés, en fait, ça ne les passionne pas. Qu'est-ce qu'ils en ont ? Il n'y a pas de business de dire on va vous enlever les molécules, etc. Bon. Et ça, c'est un problème. Et il y a une loi qui est extraordinaire et qui existe, qui dit que les hôpitaux doivent avoir leur propre évacuation des eaux usées. Oui. En fait, ils étaient super intelligents. Ils se sont dit, il y a une dizaine d'années, ils se sont dit, non mais même plus longtemps, ils disaient, voilà, il y a les eaux usées, il y a toutes les déjections, il y a les produits sanguins, etc. Il faut qu'il y ait un schéma spécifique. En fait, il n'y a quasiment aucun hôpital qui a son schéma d'évacuation des eaux usées. Donc, vous voyez, c'est des sujets comme ça, c'est ce que moi j'appelle la microécologie, qui est vraiment un sujet. D'accord, mais qui n'est pas traité, donc c'est ça que vous êtes en train de dire. Non. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que les médias ne s'intéressent peut-être pas aux sujets qui sont des sujets d'importance. Mais parce que vous n'avez pas accès à eux, parce qu'ils ne vous écoutent pas, parce que... Non, c'est plus compliqué que ça. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui travaillent. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les journalistes, vous avez des chefs, etc. Puis vous appartenez à des consortiums qui vont vous dire faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et c'est tout. Et s'ils ont un sujet avec un texte qui fait 15 000 signes et que sa chronique elle fait 500 signes, il n'arrivera jamais à le passer. Alors après, bien sûr, vous avez la possibilité, qui est assez intéressante aujourd'hui, d'avoir les réseaux sociaux, de monter sa propre chaîne, etc. Mais tout ça, c'est des modèles qui souffrent de ne pas avoir de modèle économique. Et en fait, quand vous faites, et quand d'un coup vous allez faire un travail, et vous allez faire la diffusion de l'information sur, par exemple, Instagram ou Twitch, etc., tout ça, ou YouTube et tout, en fait, vous n'allez pas avoir de modèle économique. Mais par contre, l'argent, vous allez le faire rentrer, puisque vous allez avoir du succès chez YouTube, Instagram, etc. Donc, vous voyez, donc il y a toute cette notion de partage derrière. C'est pas que ça n'intéresse pas, c'est juste que ça ne rentre pas forcément dans un modèle adéquat. Si vous prenez, par exemple, l'assassinat de l'infirmière, évidemment, si vous restez très bas de plafond, comme certains médias, donc je ne vais pas donner le nom, évidemment, vous restez bas de plafond, c'est de la violence, il faut de la répression.
Si vous analysez le truc sur l'écosystème du fou dans la société et du fait que ça manque de moyens et qu'on a diminué considérablement les moyens sur les centres médico-psychologiques, sur l'accompagnement, sur l'aide sociale aux plus faibles, etc., là, vous commencez à dérouler le fil des raisons qui conduisent au meurtre, hélas, c'est pas fréquent, mais c'est pas rare, on va dire, dans les structures psychiatriques. D'accord. Donc la profession souffre des moyens qu'elle a aujourd'hui pour travailler, quoi. C'est ça qui des rythmes et des moyens qu'elle a. C'est sûr. D'accord. C'est sûr. Parce que si vous voulez, moi je suis régulateur au SAMU de Paris, et quand vous entendez et vous avez l'appel, par exemple, de familles qui ont chez eux des psychotiques graves, qui bien sûr ne prennent plus leur traitement, sont en rupture de traitement, et ils commencent à jouer avec les couteaux de cuisine, etc. Et que vous avez la maman qui appelle en disant non mais là il va pas bien, faut venir et tout. Mais je suis un véritable négociateur pour dire bon on va y aller, faut appeler la police, faut convaincre les policiers d'y aller, faut convaincre les pompiers d'y aller, etc. Mais en fait vous apercevez quoi? C'est que j'envoie en fait une répression et je n'envoie pas de soignants. Et donc là on essaye. Et je lui rends hommage notamment avec Gaël Abgral qui s'occupe maintenant de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris, de monter un système qui est quoi? En fait, qui est un système de substitution par rapport aux carences et au fait qu'on a abandonné toute la... Et alors là, mais là, on sort peut-être du sujet, mais alors, parlons de la pédopsychiatrie, mais là, je suis intarissable, c'est un drame total. Pause, puisque ce n'est pas le sujet. Voilà. Mais si une dernière question que je vais vous poser avant de passer la parole à des questions pour la salle, est-ce que la crise du Covid-19 a changé quelque chose? Est-ce que dans ce rapport scientifique, média... Non, rien du tout. Il faut que vous compreniez, mais vous le savez, ça n'a rien changé. Sauf un qui, en mars, a pris la parole en devenant Olivier Besancenot, en disant la santé n'est pas une marchandise, quoi qu'il en coûte. Sauf c'était le président de la République. Donc très bien. Donc pendant 2 mois, on a eu... on a très bien travaillé pendant 2 mois, sincèrement. Pour plein de raisons. Le confinement, premièrement... Les gens ne se blessaient plus, sauf que le Français moyen est devenu un adepte du bricolage, ne sachant pas bricoler, on les voyait aux urgences. Bon, très bien. Mais en gros, ils tombaient plus dans la rue et tout, ils buvaient plus dans les bars et tout, donc on a baissé. On a très bien travaillé. Mais ils ont eu très peur. Ce qu'il faut comprendre, ils ont eu très peur. Parce qu'ils ont eu très peur de quoi? C'est de se dire. Le gouvernement, mais pas que le gouvernement, c'est-à-dire notamment la Fédération hospitalière de France, qui est une fausse fédération payée par l'argent de l'État et qui fait que d'un coup, elle a toujours un discours qui colle. Et d'ailleurs, tous les directeurs font toujours un passage à la FHF pour faire leur carrière. Donc c'est un syndicat du patronat, comme on dit, d'accord? Mais pourquoi il y a des gens bien, c'est pas ça ce que je veux dire, mais juste, ça les a ébranlés. Parce qu'ils se sont dit, ils avaient peur de quoi? Qu'en fait, tout le monde descende dans la rue et que tout le monde, parce qu'on avait des courbes qui étaient assez catastrophiques sur la mortalité, en disant, vous nous laissez crever. Et donc, révolution. Donc ils ont eu très peur. Donc ils ont enlevé quoi? Ils ont enlevé tous les verrous qui nous empêchaient de travailler. La tarification à l'activité, ça fait des années qu'on dit, des années qu'on dit que ça marche pas. Et là, ils l'ont enlevé et ça marchait. Bon, alors ils étaient embêtés parce que d'un coup, c'était un désaveu, d'accord? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a redonné la parole au service et au personnel. Ça s'appelle la démocratie participative, par exemple. Mais bon, c'était aussi l'inclusion de l'ensemble des personnels. Bon, ça marchait. Il suffisait qu'une infirmière dise, excusez-moi, j'ai plus de compresse, etc. Pouf, t'avais un canadair de compresse qui arrivait. C'était génial. Bon, alors ils ont été embêtés. Donc ils ont laissé faire et au mois de mai, quand ils ont levé le confinement, ils ont dit « Ouh là 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 là, faut pas qu'on continue comme ça. Faut qu'on continue à fermer des lits, à dire que ça ne va pas, qu'on n'est pas efficient, que les gens sont méchants, que les médecins savent pas travailler, etc. » Et en fait, ça a conduit le Ségur. Le Ségur, où en fait, qui a été signé par une main de maître, par 3 syndicats qui sont tous... je ne rentre pas dans les détails, mais c'est à mourir de rire. Bref, dommage que le Canard enchaîné soit un peu en perte de vitesse, mais parce qu'il y a des sujets. Et donc, voilà, et le truc est à nouveau comme avant.
Et la fameuse année du Covid, où on nous disait faut rouvrir des lits, vous rappelez, faut ouvrir des machins, en fait, il y a 40 000 lits hospitaliers qui ont disparu, bien sûr. Et est-ce que vous faites une différence, et ce sera réellement la dernière question que je vous pose, est-ce que vous faites une différence entre les journalistes de la presse scientifique, les journalistes scientifiques quand ils viennent vous consulter, et les généralistes? Est-ce que non, vous avez les journalistes sérieux et vous avez ceux qui n'en branlent pas une. C'est tout. Vous avez ceux, et puis alors avec ChatGPT, là, on n'a pas fini de se marrer. Hein. Non, mais vous en avez qui sont vraiment des pointures, d'accord. Mais il y a des questions de lobby aussi sur des journaux scientifiques. Pas forcément. Vous avez ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. C'est tout. Mais ça, vous le savez. C'est comme dans toute entreprise et toute boîte. C'est tout. Mais ça sert à rien de. Moi, je suis pas du tout dans le truc de stigmatiser ou de dire machin. La révélation de la canicule, c'est aussi des journalistes qui ont fait leur job. C'est aussi ça. Hein, c'est aussi ça, c'est ceux qui, d'un coup, et c'est vrai que comme les rédactions étaient un peu désertes des gens les plus connus, parce qu'ils étaient tous à Formentera, évidemment, vous aviez des pigistes qui ont vraiment certains ont fait le boulot, parce qu'il y a des écoles de journalistes qui les forment bien sûr. On peut laisser la parole à des questions de la salle. Je voulais rebondir sur la dernière partie, sur la question du Covid. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de moyens, tout d'un coup, qui avaient été alloués à l'hôpital, etc. Et puis qu'il y avait une forme de démocratie au niveau de la parole qui était revenue. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de tous les soignants suspendus en milieu hospitalier, les médecins généralistes, et qui sont restés suspendus encore des mois, voire un an après la fin des confinements, etc. Ouais. Alors, je vais vous dire, parce que c'est du vécu, souvent le refus de se faire vacciner est une défiance par rapport à la hiérarchie, figurez-vous. D'accord ? Et parce que les gens ne se parlaient plus. Et d'un coup, il suffisait que la cadre dise à tel ou un tel, où il ne pouvait pas se blairer, vous allez vous vacciner, l'autre lui a dit, je ne vais pas me vacciner. Bon. Pour moi, c'est un faux sujet, d'autant que, en fait, dans le Code de santé publique, les obligations vaccinales ne figurent pas. Bon, voilà. Maintenant, ça tourne. Ça a tourné au n'importe quoi, hein, puisque pour moi, à un moment, quand le défaut en plus, c'était, si vous voulez, de dire sur quel schéma vaccinal. Ils ne sont pas penchés là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que vous êtes vacciné une fois, donc ils se sont dit, alors moi je connais plein, ils se sont vaccinés une fois, ils n'ont pas fait les rappels. Tac. Et alors je leur ai dit, plus la colère montait par rapport à ce qui se passait avec le Ségur, plus ils disaient, non mais nous, on ne se vaccine pas. Donc c'est un merdier sans nom, donc on peut faire des heures. Moi je pense qu'il faut réintégrer tout le monde, reclarifier le Code de santé publique et sur les obligations vaccinales, parce que de toute façon, un soignant ne peut pas contaminer le personnel, donc ça ne sert à rien de stigmatiser, puisque les règles n'étaient pas... Maintenant qu'on a des règles, il faut vraiment mettre les règles, que les gens signent en disant, là, je suis soignant, il y a un vaccin qui arrive, ce vaccin est éprouvé, évidemment, je me vaccine, et voilà, mais il faut sortir de ce truc-là, en fait, qui est sans fin, et qui est totalement biaisé par le fait qu'il n'y a pas un soignant qui a le même schéma vaccinal qu'un autre. Vous voyez, voilà. Avant de prendre une autre question, on peut regarder le dessin qui nous est proposé pour cette intervention. Ah, très bien. Oui, une marinière comme Charb, très bien. La tenue des dessinateurs. Ou peut-être le commenter, Patrick, le dessin. Donc, ouais. Pas mal. En fait, c'est les trois freins, bien. C'est les freins, les éléments de langage, la censure. Oui, c'est toujours la même chose, quoi. Vous discréditez les lanceurs d'alerte. Ah, mais toujours. Et si vous voulez, c'est exactement récemment. Je regarde pas beaucoup, mais il y a un chanteur qui a dit que l'Égypte antique avait l'électricité, je crois, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Hein, c'est qui, excusez-moi. Maître, mais voilà, qui est aussi maître que moi, je suis pape. Et c'était intéressant parce que
à une émission, il y a donc de Cyril Hanouna, il y a un de ses grands professeurs qui l'entourent qui a dit à un scientifique, il dit « Prouvez-moi que c'était pas vrai ». Et en fait, le gars s'est retrouvé crucifié. L'inversion de la preuve. L'inversion de la preuve. Et en fait, ils en jouent et c'est extrêmement difficile. Nous sommes à une époque... Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Parce que je crois que vos métiers de journaliste, d'ailleurs ça a commencé, vont un peu évoluer sur le fait que maintenant vous allez être encore plus qu'avant être obligé de contrer ce qu'on appelle les fake news, mais les fausses informations. C'est-à-dire vous allez avoir un boulot titanesque pour sauver la démocratie, parce que évidemment les mensonges qui existent et qui sont colportés, faut les combattre. Alors évidemment, comme là vous citiez Charlie Hebdo, n'oubliez jamais ce qui s'est passé avec les manipulations des caricatures en 86, où en fait quelques-uns dans des pays où il y a très peu d'éducation ont manipulé et ont fait des fausses caricatures de la presse danoise, ce qui a conduit des exactions à chaque fois. Et donc le monde du journalisme doit vraiment songer maintenant à combattre toutes ces fausses informations qui arrivent, mais c'est un tsunami par les réseaux sociaux. Après l'attentat, on a reçu des milliers d'insultes, de menaces, etc. Donc la police a fait son travail. Et parfois, les 500 insultes se transformaient avec en fait une ou deux adresses IP, d'accord ? Et en fait avec un espèce de type Gudule dans son garage en pyjama qui manipulait des tonnes d'ordinateurs et qui se faisait passer pour Coccinelle 33, Grenouille 24, etc., etc. Très bien. Ça, je crois que c'est vraiment l'enjeu des prochaines années parce que vous êtes proche de grandes manipulations, surtout qu'avec ChatGPT, tout ça qui va arriver, Et je pense que vraiment, les lettres de noblesse dans les années qui viennent du journalisme, ça va être vraiment... Et on a besoin de ça. C'est-à-dire, quand on achète un journal, on cherche la vérité, ce que disait la précédente interlocutrice tout à l'heure. On recherche la vérité pour avoir de la bonne information. Si on n'a pas ça, on n'y arrive pas. Et nous, en tant que soignants, c'est terrible ce qui nous arrive, parce qu'en plus, vous avez l'impression de devenir un ménate, où en fait, vous répétez toujours la même chose, et les autres, c'est facile de dire « Oh bah oui, ils disent toujours la même chose ». Bah oui, mais en fait, en 20 ans, et si vous voulez, les combats à l'heure actuelle sur l'écologie, il faut vraiment comprendre que la santé et le système de santé ne pourra absolument pas faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Absolument pas. On sera contemplatif, on accompagnera comme on pourra, mais on fera pas plus que ça. Et juste pour terminer, il va y avoir des canicules sans doute encore cette année, comme l'année dernière, et juste le système de santé est en décrépitude. Et donc l'année dernière, pour la première fois, on a fermé des structures d'urgence. D'accord ? Donc les gens, j'étais à Avignon à un débat et à l'Île-sur-la-Sorgue, vous parlez avec des gens qui sont maintenant dans des territoires de santé où il n'y a plus rien. Vous avez dans le Vaucluse 10 lits de pédopsychiatrie. Vous vous rendez compte ? 10 lits. D'accord ? Donc c'est des choses comme ça. Mais évidemment, quand vous commencez, évidemment, le truc facile, c'est il dit toujours la même chose. Voilà. C'est tout. On prend une dernière question ? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Et justement, par rapport à ça, je voudrais poser la question sur comment vous avez réagi pendant la crise Covid. Pendant la crise Covid, quand des médecins et des scientifiques ont justement un peu discrédité la parole d'autres médecins, et comment vous avez été touché par cette situation ? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'en plus de ça, vous avez des médias qui surfent sur la polémique permanente
et sur l'invective, la manipulation et l'insulte. Donc c'est très difficile. Vous avez quand même envie de prendre une batte de baseball dans chaque main, vous voyez, des fois. Hein. Non, c'est compliqué. Fallait beaucoup de patience. Et là, de fait, moi aussi, j'ai fait mes Insta Live tous les 2 jours sur ma page Instagram. Et il y avait des fois, on est monté à 3000 personnes qui regardaient. Et ça vous permettait de contrer le truc à chaque fois. Mais c'était très difficile parce que d'un coup, rockstar de Didier Raoult, rockstar, etc., rouleau compresseur d'informations qui était vachement difficile à contrer ou à prouver, parce qu'en plus de ça, vous êtes sur le terrain. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous n'êtes pas sans arrêt en train d'essayer de contrer. C'est-à-dire qu'il faut voir des malades, il faut répondre au téléphone du SAMU, il faut prendre la garde de nuit, il faut se reposer le lendemain, etc. Donc vous avez ça, c'est en plus, vous voyez, c'est extrêmement difficile. D'autre part, il y a beaucoup de personnalités du monde scientifique qui, évidemment, ne se mouillent jamais. D'accord ? Donc, parce que c'est bien d'être sur la barricade et d'essayer de contrer, mais quand vous êtes tout seul, vous en prenez plein la gueule. Il y a un moment donné, vous faites, attendez les gars, vous venez tous. Alors vous avez après des grands professeurs et chapeaux à plumes que j'aime beaucoup, qui vous disent, c'est vachement bien ce que tu as dit. Puis à chaque fois, je leur disais, mais pourquoi tu viens pas, toi ? Parce que là, c'est pas possible, quoi. Venez tous, sinon on a l'impression. Puis vous aviez de tels niveaux de désinformation qui étaient, voilà, les Égyptiens avaient des portables et l'électricité. C'était des fois de ce niveau-là, quoi. C'était insensé, quoi. Ben, nous allons remercier Patrick Pelloux pour son intervention. Merci beaucoup. Et donc. S'intéresser à tous les sujets qu'il nous a donnés là et sur lesquels il faudra avoir l'œil attentif. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bonne journée.